Salut à tous et à toutes, vous êtes sur Swag Radio, ici le grand journal, là où l'info frappe fort et arrive en premier. Depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, et Arlette Dorelas pour présenter ce grand journal. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, vendredi 13 février 2026. Dernier numéro de ce grand journal pour cette semaine. Restez branchés, l'info est en marche maintenant sur Swag Radio. L'opération menée par ICE tire à sa fin à Minneapolis. La police fédérale de l'immigration a pour mission officielle de lutter contre l'immigration illégale et d'expulser les ressortissants irréguliers aux États-Unis. Au Canada, un mandat comparable relève de l'Agence des services frontaliers. L'explication d'Olivier Bachand sur Radio-Canada dans ce grand journal. Au Canada, c'est l'Agence des services frontaliers qui est chargée d'expulser les personnes migrantes qui se sont fait refuser le droit de rester au pays. Elle procède au cas par cas, contrairement aux agents de l'ICE qu'on voit ces jours-ci effectuer des interpellations aléatoires pour épingler des sans-papiers dans les grandes villes américaines, comme l'explique cette ancienne agente. Le Canada est à 1000 lieues des États-Unis. Les agents à l'interne, ceux qui font de l'investigation et du renvoi, n'ont pas la possibilité d'arrêter quelqu'un dans la rue et de demander les papiers. D'un océan à l'autre, on compte plus de 6000 agents munis d'une arme de service dans les postes frontaliers et les bureaux intérieurs. Ils peuvent recourir à la force, si nécessaire, pour se défendre, détenir ou arrêter des gens. Quand une personne migrante se fait ordonner de quitter le Canada, elle est convoquée à un entretien avec un agent des services frontaliers pour préparer son départ. On va par la suite effectuer des arrangements de voyage, acheter des billets d'avion par exemple, et établir une date d'expulsion. La personne visée doit alors se rendre à l'aéroport et se présenter à un bureau de l'Agence des services frontaliers. L'agent va l'escorter pour s'assurer qu'elle passe la sécurité puis qu'elle entre dans l'aéroport, que la mesure de renvoi soit exécutée. Quelquefois, un agent des services frontaliers peut l'accompagner jusqu'à temps qu'elle rentre dans l'avion. Et dans 8 % des cas, les migrants expulsés sont escortés jusqu'à destination par des agents si on juge par exemple qu'ils représentent un risque pour la sécurité du public. La majorité des ressortissants visés par un ordre d'expulsion quittent le Canada de leur plein gré, mais certains décident tout de même de rester au pays, ce qui entraîne l'émission d'un mandat d'arrestation à leur endroit. Au pays, plus de 500 agents enquêteurs tentent de retrouver et d'arrêter ceux qui refusent de se conformer à leur expulsion. Les cas sont priorisés selon la dangerosité de la personne. Une personne migrante qui est arrêtée peut être envoyée en détention dans ce qu'on appelle un centre de surveillance de l'immigration. On en compte 3 au pays, situés dans les grandes régions métropolitaines, à Laval, à Toronto et à Surrey, en Colombie-Britannique. On peut détenir dans ces centres des personnes migrantes qu'on estime dangereuses, dont on est incapable d'établir l'identité, ou encore qui représentent un risque de fuite avant leur expulsion du pays. On ne peut pas garder quelqu'un en détention jusqu'à son renvoi, à moins que le renvoi soit bientôt. Il pourrait y avoir des remises en liberté avec des conditions à respecter. Bien souvent, les migrants qui se retrouvent dans ces centres ignorent quand ils vont en sortir. D'origine sénégalaise, Aboubacar Khan a été détenu pendant près de 4 mois au Centre de surveillance de l'immigration de Laval en 2020. Il est aujourd'hui en bonne voie d'obtenir sa résidence permanente, mais à l'époque, il était sans statut. Quand on se sent ou on se considère innocent, c'est aussi surtout là qu'on se dit « moi j'ai rien fait, pourquoi on m'emprisonne ?» Donc c'est brutal quand même comme expérience. On a été pris dans une machine. Il manquait vraiment l'humain dans tout ça. On se voit comme des numéros, on se voit comme des prisonniers. Le nombre de renvois exécutés au pays a grimpé au cours des dernières années pour passer d'un peu plus de 11 000 en 2019 à plus de 22 000 l'année dernière. L'immense majorité des personnes expulsées, 83 %, sont des demandeurs d'asile qui ont vu leur demande refusée. 5 % sont des criminels. L'an dernier, l'Agence des services frontaliers a perdu la trace de 33 000 ressortissants qui sont présentement recherchés pour être expulsés du pays. Aux États-Unis, les agents fédéraux de l'immigration ICE ont commencé à se retirer du Minnesota, où les opérations coup de poing vont cesser, à annoncer jeudi Tom Homan, l'émissaire de Donald Trump. Écoutons récit signé France 24 dans ce grand journal.
C'est peut-être un tournant dans la politique migratoire de Donald Trump, la fin des opérations de l'ICE à Minneapolis. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi Tom Homan, le monsieur immigration de la Maison-Blanche, lors d'une conférence de presse. Je suis heureux d'annoncer que nous constatons une diminution notable des activités illégales ici à Minneapolis et à travers tout l'État. C'est une bonne nouvelle pour les communautés du Minnesota qui ont été affectées par le chaos dans les rues. Le 4 février, Tom Homan avait déjà annoncé le retrait de 700 policiers de l'immigration de la ville de Minneapolis. Jusqu'à 3000 agents de l'ICE y avaient été déployés depuis décembre. À coup d'arrestations musclées, de détention et d'expulsion, l'opération nommée Metro Surge avait choqué. Avant de susciter l'indignation nationale après la mort de 2 citoyens américains, René Good le 7 janvier et Alex Pretty le 24 janvier. Des drames qui ont provoqué de nombreuses manifestations. De son côté, Tom Homan préfère vanter une opération réussie et envisage déjà la suite. Grâce à cela, grâce au succès obtenu avec la neutralisation de menaces contre le public et la poursuite d'autres priorités depuis le lancement de notre opération, et grâce également au niveau de coordination sans précédent que nous avons atteint entre les responsables de l'État et les forces de l'ordre local, j'ai proposé, le président Trump a approuvé que cette opération spéciale se conclue. 4000 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés dans le Minnesota, selon les chiffres de la police de l'immigration. Coup d'œil sur la popularité du président américain Donald Trump. La popularité de Donald Trump recule dans les sondages, chez l'ensemble de la population comme chez les électeurs latinos. Rachel Tendresse vous présente les chiffres dans ce grand journal. Vous savez, on a beau dire Donald Trump est peut-être un orateur assez charismatique, mais il revient toujours avec les mêmes rengaines. Que l'élection présidentielle de 2020 était truquée, que sa victoire à la présidentielle de 2024 a été un raz-de-marée. Et puis, celle-ci que j'entends pratiquement chaque jour. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history. Si je ne l'ai pas entendu 100 fois celle-là, je ne l'ai pas entendu une fois. Donald Trump est officiellement redevenu président des États-Unis il y a 1 an et 3 semaines, et pourtant, il continue de dénigrer son prédécesseur démocrate comme s'il était toujours en campagne électorale. Par conséquent, il a dû avoir tout un choc en prenant connaissance d'un sondage dévoilé hier, indiquant que les Américains, à 48 %, jugent que Joe Biden a fait du meilleur travail à la présidence que Donald Trump. 40 % des répondants le préfèrent à son prédécesseur. Mais le summum de l'humiliation pour Donald Trump, c'est que ce sondage a été réalisé par Rasmussen Reports, une firme qui a toujours affiché des résultats plus favorables à Trump que la plupart des autres firmes de sondage nationaux. En fait, tout au long des 10 années de sa carrière politique, Trump a régulièrement cité Rasmussen lorsqu'on l'interrogeait sur sa popularité, ou plutôt son impopularité dans les sondages, faisant remarquer, et généralement à juste titre, que Rasmussen le présentait sous un meilleur jour, lui donnait une longueur d'avance, etc. Mais cette semaine, qu'est-ce qu'on apprend? Que son sondeur préféré a des chiffres qui suggèrent que le pire président de tous les temps, selon Trump lui-même, est perçu comme ayant fait un meilleur travail que lui. Et Rasmussen n'est pas le seul à faire ce constat. C'est l'un des 3 récents sondages qui montrent que Biden devance Trump lorsqu'on demande aux Américains qui a fait le meilleur travail en tant que président. Par 8 points chez Rasmussen, par 4 chez YouGov et par 2 points selon le sondage Harvard-Harris. Ce n'est pas le seul cas où le président Trump apparaît être en décalage par rapport à ses compatriotes. Vous vous souvenez de ce message sur son média social diffusé après le spectacle de mi-temps du Super Bowl dans lequel il affirmait que le spectacle était absolument catastrophique, l'un des pires de tous les temps. Il ajoutait, c'était incompréhensible, un affront à la grandeur de l'Amérique. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce gars-là et la danse est tout simplement répugnante. Bon, merci grand-papa. Cela dit, 2 preuves, donc, du décalage dont je vous parlais. D'abord, l'immense artiste qui est Bad Bunny, un bon Américain de Porto Rico, chante en espagnol, une langue qui, selon les données les plus récentes du Bureau du recensement des États-Unis, est parlée à la maison par 42 à 45 millions de personnes, d'Américains, c'est-à-dire environ 13 à 14 % de la population des États-Unis. Alors, tous ces bons Américains ont dû comprendre quelque chose quand même, et moi-même, je n'ai pas compris, mais j'ai quand même constaté que c'était tout un show.
Par ailleurs, on a appris ce matin que plus de 128 millions de téléspectateurs américains ont visionné ce spectacle de mi-temps, le 4e plus regardé de l'histoire du Super Bowl. Donald Trump peut bien se dire révolté parce qu'il a vu. Il y a 128 millions d'Américains qui n'ont pas manqué ce spectacle, dont je suis prêt à parier des dizaines de millions de militants MAGA. Parmi les défis auxquels Donald Trump fait face, lui qui aura 80 ans le 14 juin prochain, il y a celui de rester pertinent, actuel, sensible à l'humeur populaire. Ces qualités-là, il les a déjà eues, mais il semble tranquillement en train de le quitter. Parlons de l'OTAN. L'OTAN, dans ce grand journal, le fossé au sein de l'OTAN entre les États-Unis et les États membres européens s'est creusé depuis que le président américain Donald Trump a remis en question la fiabilité de l'alliance et exigé une augmentation des dépenses de défense. Les récentes menaces de Trump de s'emparer du territoire danois, du Groenland, ont exacerbé les tensions et déclenché des avertissements quant à l'effondrement de l'OTAN. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Si les États-Unis décident de lancer une attaque militaire contre un autre État membre de l'OTAN, tout prendra fin, y compris l'OTAN elle-même, l'alliance à laquelle nous appartenons tous, et l'ensemble du cadre de sécurité mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Aucun État membre de l'OTAN ne devrait attaquer ou menacer un autre membre de l'Alliance. Si un conflit ou des actes d'agression éclatent au sein de l'OTAN, l'Alliance perdra tout son sens. Est-ce que la Russie va aider Cuba quant à un soutien stratégique de Moscou, selon des sources diplomatiques et économiques? Moscou prépare l'acheminement de cargaisons de pétrole vers la Havane dans les prochaines semaines. Cette décision vise à stabiliser le réseau électrique cubain, fragilisé par le manque d'approvisionnement en combustible dans ses centrales thermiques vieillissantes depuis plusieurs mois. Cuba a fait face à des coupures de courant répétées, parfois prolongées, entraînant des perturbations majeures dans les transports, les hôpitaux et les activités économiques. Écoutons un vrai zooming sur Cuba dans ce grand journal sur la RT. Monsieur Mettan, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, dans ce contexte de blocus américain sur la Havane, tout porte à croire que Moscou viendra en aide à Cuba à travers ses livraisons de pétrole. Faut-il s'attendre à des conséquences sur le plan des relations avec les États-Unis ? Oui, d'abord bonsoir. Oui, je pense probablement parce que, comme on le sait, comme on l'a vu avec l'intervention des États-Unis illégale des États-Unis au Venezuela en début d'année, et avec la capture, le kidnapping au fond du président Maduro, les États-Unis sont prêts à tout pour renforcer leur présence dans ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental. Et Cuba, qui est leur cible depuis 1959, est évidemment une priorité pour eux. Donc à partir de là, je pense que les livraisons de pétrole que la Russie est en train d'organiser en faveur de Cuba vont probablement entraîner une hausse des tensions avec les États-Unis. Le Mexique, qui avait décidé avec sa présidente, Mme Sheinbaum, de livrer du pétrole, a été obligé d'y renoncer en raison des sanctions qui allaient la frapper, notamment en matière de tarifs douaniers. Donc maintenant, il n'y a plus que la Russie. Bon, la Russie est moins sensible aux sanctions américaines, puisqu'au fond, il n'y a pas de commerce entre la Russie, pratiquement pas de commerce entre la Russie et les États-Unis. Mais enfin, ça risque quand même d'aboutir à une aggravation des tensions. Oui. Et cette crise énergétique actuelle à Cuba s'inscrit-elle selon vous dans un contexte plus large de recomposition géopolitique entre les États-Unis et leurs rivaux, ou bien s'agit-il avant tout d'une situation conjoncturelle propre à Cuba ? À mon avis, ça n'est pas une situation conjoncturelle, parce que comme on a pu le voir, ça fait maintenant des décennies que le blocus de Cuba existe, est imposé par les États-Unis, et avec sa nouvelle stratégie nationale de sécurité qui a été donc promulguée à la fin de l'année dernière, on constate que l'administration Trump, loin de renoncer ou loin de vouloir conclure un accord avec Cuba comme ça avait été le cas pendant l'ère Obama, est en train de redoubler d'intensité dans son blocus. Donc je crois
Pas que ce soit juste une question conjoncturelle. Je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et en même temps dans l'intensité. Monsieur Mettan, vous avez évoqué en introduction ce qui s'est passé au Venezuela le 3 janvier dernier. Justement, depuis l'opération américaine à Caracas, la tension s'est accentuée entre Cuba et les États-Unis. Jusqu'où peut aller ce bras de fer entre les deux pays? Alors, difficile à savoir, mais on sait qu'il y a un facteur aggravateur, un facteur aggravant des choses, c'est le fait que le patron du département d'État, M. Rubio, est un Cubain de Miami et qu'à ce titre, il nourrit une haine vis-à-vis de Cuba qui est très, très, très intense et il tient aussi à obtenir des résultats pour ne pas perdre la face vis-à-vis de la communauté cubaine anticastriste de Floride. Donc ça, c'est un facteur qui à mon avis, justement, risque d'être pénalisant. Maintenant, je ne pense pas qu'une guerre... Vous suivez le Grand Journal sur Swag Radio avec Herlé Tudorelas depuis les studios de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio, on est avec du style. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. On est avec du style, c'est l'affaire de Swag Radio. Pour rester bien informé. P-News, info sans cassure, sans bavure. Les infos à la vitesse de la lumière, P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Allez, Brothers Café Créole de Place to Be, la cuisine haïtienne sans limite, Brothers Café Créole, pardon. Du 99, Main Street Everett, chiffre le 6, 17, du 14, 14, 25. La cuisine haïtienne sans limite à Brothers Café Créole. Les mets sont délicieux à Brothers Café Créole. En Haïti, retour fragile des habitants dans les quartiers dévastés. Badelma à Port-au-Prince, après des mois d'abandon forcé. Certaines familles commencent timidement à regagner leur maison dans plusieurs quartiers meurtris de Badelma, en périphérie de la capitale haïtienne, entre ruines, murs fissurés et toits arrachés. Le retour à la normale reste un défi quotidien. Écoutons un reportage signé Télémétropole dans ce grand journal. Pour rentrer chez Yvonne à Delma 13, il faut emprunter un corridor autrefois ravagé pour atteindre la maison. Les pièces ont été totalement pillées, la toiture arrachée et emportée par les criminels. Elle n'a rien pu sauver, pas même son petit commerce. L'offre fait retourner dans l'espace là, qui j'ont été joindre Ah bon, même pour moi, mais c'est ça, c'est dans la vie, on prend tout mal jeté. Je n'ai rien dit tout dans la caille. Dès qu'on commerce, on dame dévorer moi pour descendre. Tout commerce, on prend tout. Qui veut dire qu'on n'aime pas dire dame, ouais, j'en vais te passer. Combien de temps vous faites vivre dans l'espace avant que vous quittez là? Et avant de quitter là, bon, moi-même, c'est qu'à fond que je vivre. C'est petit, mais la mine perdue petite là, qu'on y a mis monter là. Quand vous êtes là, vous avez petit, mais quand l'air, ça sont partis. Ça quand balle pour qu'on vienne dormir parce que vous prenez un porte là. Vous comprenez? Moi, elle commence à venir garder. Quelques mois après le retrait des gangs du Bas Delma, ces quartiers peinent encore à reprendre vie. La quasi-totalité des maisons ont été pillées ou incendiées, comme celle d'Yvonne. À 75 ans, elle est revenue il y a une quinzaine de jours habiter les ruines de sa maison, menacée par la moindre averse. Même là, je suis vieux, je suis mettre là. Depuis que je suis un petit peu de commerce, moi, je n'ai pas de problème. Oui, ça seulement. Parce que même si je mettais ça là, je dégage, je commence à sembler pour me couvrir. Aujourd'hui, tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir réparer son toit. Abner vit à Delma 13 depuis un demi-siècle. C'est ici qu'il a passé toute sa vie. Du jour au lendemain, comme tout le monde, il a dû tout quitter à cause des gangs. C'est vraiment difficile pour être capable de confronter. Parce que ce n'est pas aussi facile du tout. Et là, regarder là, vraiment dans la zone là, et me dit c'est petit monde Delma 13, ça veut dire que je grandis là, je fais la même, vous comprenez?
Et on est à la fin de jeudi là, nous abandonner zone là, c'est fur et à mesure que ouais, 2-3 monde a venir dans la zone là, venir ouais ça va capable faire. Malgré la présence de quelques personnes, règne un silence de mort dans ce quartier. Le constat est le même à Delma 11, Delma 7 ou encore à Delma 28. Des murs éventrés, des impacts de balles partout, une végétation envahissante. Le chaos est total, témoignent 3 hommes rencontrés dans une vieille maison à Delma 28. Fatigués par la vie dans les camps, ils sont retournés chez eux. Est-ce qu'on fait nous-mêmes? Mais c'est quand même prisonnier. Mais c'est un balade comme si l'État va sauver les gars. Pour ne pas être ok, pendant ce temps, qu'est-ce qui a fait? C'est quand on l'État met mes sénègres, on te pour l'électricité, descendre. Mais mon fil quoi dans zone là? On veut les casser dans bonnet là, 20 solides. Ah, pas même des zones, tout côté net. On veut payer aller. On fil quoi même? N'ayo ouais n'ayo pour gamer sur temps demander là. Si les activités commerciales reprennent progressivement au Bas Delma, avec notamment la réouverture du sous-commissariat du carrefour de l'aéroport, il semble encore trop tôt pour un retour massif de la population déplacée. De plus, les services de base manquent totalement dans ces quartiers où l'absence persistante de l'État est plus que flagrante. L'ancien colonel Himmler Rebuch a parlé d'une station sœur de la capitale haïtienne, Radio-Télé Guinéen. L'ancien colonel Rebuch estime que la résolution du CSPJ, la Cour de cassation, arrive trop tard. En Haïti, le débat autour de la crise institutionnelle continue d'alimenter les discussions au sein de la classe politique de la société civile. Cette fois, c'est le colonel à la retraite, Himmler Rebuch, qui prend position, selon lui. La résolution récemment adoptée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, la Cour de cassation, arrive beaucoup trop tard pour produire les effets attendus. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Sénateur, sénatrice, avec groupe moun qui t'a partagé même opinion avec lui, dit que y allait ouais président Cour de cassation qui dit disponible pour assurer la présidence. Seul bagage qui était un petit peu tikem, c'est que pas de aucune réponse qui débaille même 3 jours après propagande ça a été faite là. Parce que l'heure où moun paraît en public pour dire wal côté ou moun qui est président de la Cour de cassation ou parler de tel sujet avec elle. Li disponible, ça veut dire d'accord. Maintenant, si ce n'est pas la vérité, son accusation qui a un caractère très grave. Étant donné que la déclaration vient engager publiquement l'institution, arrêto où elle vient publier hier là, il a été fait pour faire une prise de position publique. Ça t'a demandé pour te prendre un petit recul, parce que son institution d'État va faire proposition publique. Et chaud comme ça. Mais elle était faite pour te dire que l'étendait, ou bien effectivement, elle te recevoir mon yo, te demander l'audience. Mais, conclusion audience, c'est que Koula lui-même, l'irrité et prend certaines distances par rapport à certaines situations qui ont un caractère politique. Il n'est pas obligé à dire que c'est menti sénateur à faire sous Doli, mais il était capable de prendre une position qui allait dans le sens, genre texte l'idée. Bien que moi-même, texte. Parlons de l'athlète canadien reconverti en baron de la drogue, un ancien athlète olympique reconverti en baron de la drogue. La vie de Ryan Wedding est tout d'un scénario de film. Ce Canadien qui figurait sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI a été arrêté fin janvier. Écoutons un récit signé France TV Info
dans ce grand journal. Oui, et quand on se plonge dans ce dossier, on se rend compte qu'il y a là tous les ingrédients pour faire bientôt une adaptation en film ou en série. Les rêves de grandeur olympique, la descente aux enfers, l'argent facile, les collections de bolides. Ryan Wedding incarne tout ça. Il y a 24 ans, il dévalait les pistes olympiques à Salt Lake City. Et il y a quelques jours, il est donc revenu aux États-Unis, les menottes aux poignets, entouré par des dizaines d'agents du FBI. Entre-temps, il était devenu l'un des plus influents barons de la drogue à travers le monde. C'est ce destin que nous vous racontons ce matin dans ce sujet préparé avec Léna Soudre et Salomé Kourdouli. Pendant des années, il a fait partie des fugitifs les plus recherchés par le FBI. Lorsqu'il pose le pied sur le sol américain, Ryan Wedding est entouré de nombreux enquêteurs. Preuve de l'enjeu que représentait son arrestation, le patron du FBI s'est même déplacé en personne. Il est passé de statut d'athlète olympique à celui de narcotrafiquant numéro 1. C'est le El Chapo de notre époque, le Pablo Escobar de notre époque. Et il a cru qu'il pourrait échapper à la justice. La fin d'une longue cavale pour celui dont la capture avait fait l'objet d'une promesse de récompense à hauteur de 15 millions de dollars. Une opération surnommée Slalom géant par les autorités, en référence au glorieux passé du suspect. Snowboarder professionnel, Ryan Wedding a même représenté le Canada aux Jeux Olympiques de 2002 à Salt Lake City. Il est par la suite devenu l'un des plus influents barons de la drogue, changeant régulièrement d'apparence pour brouiller les pistes. La justice le soupçonne d'avoir également fait éliminer un témoin gênant en 2024. Il dirige l'un des cartels les plus prolifiques et les plus violents qui existent dans ce monde. Au Mexique où il se cachait, les enquêteurs ont retrouvé une incroyable collection de motos de course, valeur estimée près de 40 millions de dollars. Le FBI a également mis la main sur ce bolide que le fugitif aurait tenté d'acheter. En 2008, Ryan Wedding avait déjà été condamné à 4 ans de prison pour trafic de drogue. Nous avons joint l'enquêteur qui avait alors infiltré son réseau. Il décrit un homme arrogant et poussé par un sentiment de toute puissance. Sa façon de parler instaurait un rapport de force. Sa façon aussi de me regarder de haut, à chacune de nos rencontres. Il voulait être le mâle alpha, faire la démonstration de sa puissance. Et ce n'était qu'un aperçu de ce qu'il est devenu par la suite. Incarcéré en Californie, Ryan Wedding a choisi de plaider non coupable. Il peut théoriquement être condamné à mort pour les crimes qu'il est suspecté d'avoir commis, même si les juristes estiment plus probable qu'il écope d'une peine de prison à perpétuité. Nous irons en Angleterre. Le Royaume-Uni, colonisé par les immigrés, le copropriétaire de Manchester United s'excuse. Jim Ratcliffe s'excuse d'avoir déclaré que la Grande-Bretagne avait été colonisée par les immigrés. Ces propos ont été condamnés par Keir Starmer, les dirigeants de Manchester United et les supporters. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Le copropriétaire de Manchester United, Jim Ratcliffe, présente ses excuses après avoir déclaré que la Grande-Bretagne avait été colonisée par les immigrés. Ces excuses font suite à la polémique suscitée par ses propos. Jim Ratcliffe a dit regretter que ces mots aient pu offenser certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et provoquer des inquiétudes. Il a toutefois maintenu qu'il était important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui soutient la croissance économique. Dans un communiqué, le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié la déclaration de Jim Ratcliffe d'offensante et fausse. Le gouvernement britannique a aussi condamné ses propos et accuse l'homme d'affaires de faire le jeu de ceux qui veulent diviser le pays. Le milliardaire a tenu ses premières remarques controversées mercredi sur Sky News lors du sommet européen de l'industrie à Anvers, en Belgique. Il a affirmé que la population britannique est passée de 58 millions en 2020 à 70 millions. Des chiffres contestés par l'Agence nationale des statistiques du Royaume-Uni. Selon cet organisme, la population était estimée à 67 millions à la mi-2020 et devrait atteindre 70 millions à la mi-2024. Avec une fortune estimée à plus de 19 milliards d'euros, Jim Ratcliffe figure au 7e rang des personnes les plus riches de Grande-Bretagne, selon le Sunday Times Magazine. Nous irons en Afrique du Sud face à une flambée persistante de la criminalité. Le gouvernement sud-africain a décidé de déployer des unités de la South African National Defence Force
SANF, appuie à la police dans plusieurs zones urbaines sensibles. Une mesure exceptionnelle qui suscite des réactions contrastées au sein de la population et de la classe politique. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi qu'il allait déployer l'armée pour aider la police à lutter contre la violence des gangs et d'autres crimes. Le taux de meurtre du pays s'élève à environ 60 décès par jour. Le financement des forces de défense a été systématiquement réduit. À l'heure actuelle, elles ne peuvent donc pas optimiser leur déploiement. Et nous avons vu ce qui s'est passé lorsqu'elles ont été déployées en RDC. Il est donc vraiment risible de vouloir déployer les forces de défense pour lutter contre les mineurs illégaux sans nous dire d'où viendront les ressources nécessaires pour les équiper. Je pense que le président a pris la bonne décision ce soir et j'en suis sûr. Et je suis sûr que la ville et la province accueilleront favorablement les ressources supplémentaires qui seront nécessaires. Mais cela doit évidemment se faire sous la direction du SAPS. L'armée ne peut pas assumer seule des fonctions de maintien de l'ordre. Elle doit être coordonnée sous le commandement du SAPS. M. Ramaphosa a indiqué qu'il avait demandé aux chefs de la police et de l'armée d'élaborer un plan permettant de déployer les forces de sécurité dans les prochains jours, dans la province du Cap-Occidental et dans celle du Gauteng, pour lutter contre la violence des gangs et l'exploitation minière illégale. D'une part, il montre que le monde est complexe. Les rivalités s'intensifient, en particulier les relations difficiles avec des pays comme les États-Unis. Il est intéressant de noter que des pays comme les États-Unis n'ont pas été mentionnés directement, mais je pense que ce qui était important ici, c'était le processus très direct de diversification des relations, qui est actuellement un processus important de réduction des risques. Cela devient presque une question d'investissement. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parmi les autres mesures de lutte contre la criminalité, le président Ramaphosa a cité le recrutement de 5500 policiers et le renforcement des services de renseignement. C'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi 13 février 2026. Avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui. Journée principalement ensoleillée et partiellement nuageuse, avec un ciel souvent clair. À matinée et après-midi, conditions hivernales typiques de New England en février. Température maximale environ 38 degrés Fahrenheit, température minimale vers 17 degrés Fahrenheit. Pendant la nuit, ces valeurs sont tirées. Et pour vous, oui, c'est température il faut un manteau pour aujourd'hui. Vent généralement faible, modéré dans la sensation. Donc la sensation de froid reste notable, surtout tôt le matin et en soirée. Le ressenti peut être plus froid à cause du vent et en fin d'après-midi. Très faible probabilité de précipitations, neige ou pluie, surtout pendant la journée. Et les averses isolées sont possibles, mais peu probables. Et c'est la fin de ce grand journal pour ce aujourd'hui. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, Énergie, le flow et l'attitude. Passez la commande à Alexa Open Swag Radio. Suivez Swag Radio sur Facebook et sur YouTube. Et Swag Radio très bientôt les smartphones. Swag Radio en air avec du style. Les infos sans cassure, sans bavure. L'affaire de P-News sur WhatsApp et sur Facebook, votre référence en matière d'infos. Et Brothers Café Créole, The Place to Be. La cuisine haïtienne est sans limite là-bas, au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 1425. Salut, joyeux vendredi. C'est le week-end. N'oubliez pas de garder le sourire car le sourire fait rajeunir le visage. C'est un long week-end pour vous. Et bien, profitez-en et quand c'est le week-end de la Saint-Valentin. Joyeux vendredi. Rendez-vous, c'est pour lundi. Au revoir. À lundi.